En fait, en 2007, moi, on m'a diagnostiqué une spondylarthrite ankylosante. J'ai un gène chez l'AB27. Alors, effectivement, ce n'est pas parce qu'on a un gène qu'on développe forcément cette pathologie, mais c'est vrai que souvent, on retrouve ce gène chez les gens qui ont la spondylarthrite ankylosante. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à des alternatives. J'ai compris tout de suite que si j'avais une maladie, c'est qu'il fallait peut-être que je comprenne quelque chose, déjà. La maladie, le mal a dit. Voilà, donc je me suis dit, essaye de comprendre ce qui se passe. C'est pas une fatalité, quoi. Et du coup, j'ai été arrêtée au travail, j'ai été déclarée inapte, etc. Et effectivement, j'ai jamais dit je suis malade, quoi. Pour moi, c'était un peu quelque chose d'étranger. J'avais pas trop envie de subir ça. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, pour justement changer le cours des choses. Et j'étais persuadée au fond de moi que je pouvais, en tout cas, déjà par la pensée positive, avoir un impact. Alors, ça ne veut pas dire que ça va transformer. Tout à l'heure, vous disiez, à juste titre, si je pense positif, en gros, est-ce que je vais guérir ? Non, ça serait très facile. Mais on sait quand même aujourd'hui, dans les cas de cancer, dans les maladies graves, qu'il y a 50% du mental. Il y joue énormément. Les handisports, je pense que sans le mental, ils sont rien. Voilà, c'est le mental qui fait tout, qui permet de surmonter les épreuves. Puis les épreuves, elles sont là aussi pour ouvrir d'autres portes. Ce qui disait, quand j'ai plus ma jambe pour jouer au foot, mais je vais développer d'autres parties. Je vais donner la possibilité à mon être de s'exprimer, à mon être profond, cet enfant intérieur qu'on a tous en soi, puisque je suis sophrologue, donc souvent j'en parle. Et justement, une porte se ferme, d'autres s'ouvrent, et des fois plus merveilleuses. Alors oui, peut-être sans la jambe, peut-être avec des douleurs, c'est vrai. Mais si on est là, c'est aussi pour apporter des choses aux autres, et vous pouvez peut-être dans cette voie... En arrière. Désolée. Voilà. Donc, c'est un petit clin d'œil là-dessus parce que ça me semblait très important de revenir là-dessus et vraiment de garder en tête que pour moi, tout est possible puisqu'aujourd'hui, je peux dire que je suis allée voir Dr Bonnet, donc sur Orléans, qui m'a dit soit j'ai fait une grosse erreur de diagnostic, soit vous n'avez plus rien. Donc, j'ai d'abord changé mon alimentation. Alors, j'ai pris les choses très tôt. Attention, ça, c'est important. Parce qu'effectivement, une fois que c'est très installé, ça devient difficile. Il ne faut pas quand même se leurrer. Mais j'ai changé l'alimentation. J'ai changé ma manière de penser par la sophrologie. Si je suis arrivée à la sophrologie, c'est parce que je me suis dit, c'est très bien, tu veux aider les autres, tu es passionnée de naturopathie. Mais avec des crises d'angoisse depuis 12 ans, qu'est-ce que tu fais ? Si tu as une crise d'angoisse à chaque client qui arrive, comment fais-tu ? Aujourd'hui, je vous parle, c'est inespéré. Voilà, donc pour moi, le mot « tout est possible », il prend son sens aujourd'hui. Voilà, parce que c'est quand même pas un exercice facile pour moi. Et du coup, je voulais juste vous laisser sur cette phrase « tout est possible quand on y croit ». Hein, et puis, il y a eu du travail derrière, je ne vous cache pas. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, la sclérose en plaques, donc alimentation et hygiène de vie. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Parce que tout simplement, on connaît maintenant les effets, les méfaits, on va dire, de la malbouffe et d'une mauvaise hygiène de vie sur la santé. Et d'autre part, l'alimentation, entre autres, c'est quand même un des piliers de la naturopathie. Donc ça me semblait important d'aborder le sujet. Donc un homme pour nous qui est très important, Hippocrate, qui est le fondateur de la médecine occidentale, et lui, il disait déjà 400 ans avant Jésus-Christ, il insistait sur l'importance d'une alimentation de qualité, sur l'hygiène de vie également, mais surtout sur l'alimentation, avec une phrase qui est assez connue, que ton aliment soit ton seul médicament, en sous-entendu qu'une bonne alimentation, quand on se nourrit bien, on préserve notre santé, on peut prévenir certaines maladies. Alors, l'alimentation ne fait pas tout. Il y a l'hygiène de vie aussi, c'est pour ça que j'en parle derrière. Après, il y a la génétique, etc. Mais voilà, rien n'est une fatalité. On peut quand même, avec une alimentation, une bonne hygiène de vie, un peu contrecarrer cette génétique, puisque soit on lui donne au gène l'occasion de s'exprimer, soit on ne lui donne pas. Voilà, on a un terrain prédisposé. Est-ce qu'on va donner l'opportunité à ce terrain de se développer ou non ?
Donc, nous, naturopathes, eh bien, on travaille dans le sens de la physiologie, ça c'est très important à retenir. Donc, on travaille avec et non contre, avec des techniques naturelles, hein, entre autres eh bien, la réforme alimentaire, très important. Alors là, il y a quelque chose qui est coupé, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Le drainage par les plantes, donc la phytothérapie, l'aromathérapie, la nutrithérapie avec les vitamines, minéraux, tous les compléments alimentaires. Donc, en dessous, il y avait écrit l'exercice physique. La gestion du stress, très importante, et toutes les techniques énergétiques. Alors, massage, certains naturopathes vont utiliser le massage énergétique. Moi, j'utilise la réflexologie plantaire. Après, on peut travailler avec un ostéopathe, etc. On n'est pas obligé, nous, naturopathes, de pratiquer tout ça, mais voilà. Donc, j'ai choisi de vous parler d'abord de la porosité intestinale pour bien comprendre l'intérêt d'une bonne alimentation. Parce que pour moi, si on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans notre organisme, s'il n'y a pas cette prise de conscience, on ne peut pas accepter le changement. D'accord ? Donc cette phase-là, elle est vraiment importante. Donc la porosité intestinale, peut-être que certains en ont déjà entendu parler, on l'appelle également donc, hyperperméabilité intestinale ou leaky gut syndrome. Donc c'est un phénomène assez développé chez nous, ça revient un peu à ce que disait monsieur Dr Soisson tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a plus ce problème dans les pays industrialisés. Alors moi je pense hein, d'après tout ce que j'étudie, qu'il y a un lien quand même avec l'alimentation moderne, etc. Raison pour laquelle on ne trouve pas ça en Asie ou sous les pays tropicaux, voilà, ce qui mange un peu mieux que nous. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais voilà. C'est donc la conséquence d'une dégradation de la flore intestinale qu'on appelle donc dysbiose et d'une inflammation, une irritation de la muqueuse. Donc c'est très important à diagnostiquer le problème assez rapidement parce que si on laisse cette porosité s'aggraver, ça peut déboucher sur des troubles plus ou moins graves. Alors on va commencer par des troubles digestifs hein, comme les colopathies fonctionnelles, éventuellement le syndrome du côlon irritable, mais on va après déboucher sur des réponses immunitaires avec des maladies auto-immunes, des rhumatismes inflammatoires, et puis aussi les maladies neurodégénératives, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc ne l'oublions pas, l'intestin est considéré comme notre deuxième cerveau, hein, peut-être le premier. Selon certains scientifiques, il y en a qui émettent l'hypothèse que ce serait même le premier. Voilà, donc il faut bien en prendre soin. Donc quand on parle de porosité intestinale, eh bien, de quoi on parle exactement ? Eh bien, on pense au passage anormal de grosses particules à travers la paroi intestinale, qui vont ensuite passer dans la circulation sanguine alors qu'elles n'ont absolument rien à y faire. Et donc, il va y avoir une réponse de l'organisme. L'organisme va identifier ces particules comme des agresseurs potentiels et donc va chercher à s'en défendre tout simplement par une réponse inflammatoire. Donc les causes, elles sont multiples. J'ai essayé de vous mettre les causes principales. Donc une mauvaise alimentation, ce que j'entends par mauvaise alimentation, c'est une alimentation qui est inadaptée. C'est-à-dire que le corps, il a des besoins. Si on ne répond pas à ces besoins, eh bien en fait, il va y avoir production de déchets. C'est-à-dire que le corps, en fait, tout ce qui rentre dans le corps, c'est soit utilisé, soit ça devient un déchet, normalement c'est censé être expulsé par les voies naturelles ou par le drainage, voilà, en gros. Le problème, c'est que quand on mange mal, du coup, eh bien, le corps ne peut pas utiliser ce que vous apportez. Il y a production de déchets qui deviennent potentiellement des toxines, qu'il va falloir stocker ensuite d'ailleurs. Hein. Donc ça passe dans la circulation sanguine et puis ça va aller stocker d'abord dans les tissus adipeux, puis dans les tissus conjonctifs et après on vient au lésionnel quand c'est dans l'organisme. Hein, voilà. La suralimentation, c'est un peu la même chose. Votre corps a des besoins. Si vous apportez au-delà de ses besoins, c'est pareil. Ça a exactement le même impact, même si l'aliment qui est apporté est de bonne qualité, le corps, lui, il dit stop. Il a cette sagesse. Voilà. Les repas pris sur le pouce non mastiqués. Alors j'insiste un peu là-dessus, parce que quand on a des troubles intestinaux, la suite logique de ces troubles intestinaux, on pense d'abord qu'est-ce que je mets dans ma bouche et comment je mastique, clairement. Parce que quand vous mastiquez, ça induit de la salivation. On est censé saliver 1,5 litre par jour. Je pense que la plupart d'entre nous en sommes loin. Voilà. Et dans cette salive, qu'est-ce qu'on y trouve ? On va y trouver toutes les enzymes digestives qui sont prévues pour bien dégrader le bol alimentaire. Donc si on ne mastique pas suffisamment de salivation, pas suffisamment d'enzymes digestives, mauvaise assimilation, donc production de déchets, de toxines, qui vont encore une fois venir agresser cette barrière intestinale. Le stress, je ne vais pas m'étendre dessus puisque je crois qu'il y a une sophrologue, donc elle en parlera après, mais il a un impact très important sur la perméabilité intestinale, puisque c'est un grand pourvoyeur de toxines aussi.
Les médicaments, surtout les anti-inflammatoires et les antibiotiques. Alors, Dr Soisson en a parlé tout à l'heure, hein, l'antibiotique, lui, il arrive. Alors, il fait son travail, hein, il va faire une petite rafle sur les bactéries pathogènes, mais il va rafler aussi la bonne flore. Et ça, c'est un peu problématique, surtout si derrière on ne fait rien, c'est-à-dire qu'on ne s'alimente pas correctement et qu'on ne réensemence pas. Alors là, sur les probiotiques, effectivement, ça tient ou ça ne tient pas, ça dépend de ce qu'on va faire derrière aussi. Voilà. Les intolérances alimentaires, déjà, il y a certaines personnes qui ont des défauts d'enzymes. Alors, soit parce qu'ils mastiquent mal, soit pour d'autres raisons. Hein, parce que quand on a un intestin en mauvaise santé, des fois, on a du mal à bien assimiler aussi parce qu'on n'a pas suffisamment d'enzymes digestives. Et puis, les laitages, il faut quand même savoir que, logiquement, la lactase, qui est prévue pour dégrader le lactose, on la perd entre 4 et 10 ans, suivant les peuples. Et donc, effectivement, ça peut arriver qu'on dégrade mal les laitages. En général, on le sent. Hein. Voilà. Pareil pour le gluten. Alors, je ne fais pas de focus là-dessus spécifiquement. C'est-à-dire, je ne suis pas contre le gluten ni les laitages. Je dis vigilance. Il est possible, dans certains cas, que c'est un impact négatif. D'accord, mais pas chez tout le monde. Les polluants, métaux lourds, pesticides, colorants, additifs. Hein, voilà, je ne vais pas développer là-dessus, mais attention à ce que vous achetez. Donc tout ça, ça va induire une destruction progressive de la flore intestinale avec un recul du système immunitaire. Alors le recul, comment on le voit, on va commencer à être malade de plus en plus souvent. Ça va être des maladies traînantes on va avoir du mal à s'en dépêtrer, tout simplement. On va éventuellement commencer à faire des allergies alimentaires au pollen, de l'asthme, de l'eczéma, des choses comme ça. Ensuite, on a une irritation de la muqueuse qui va progressivement perdre de sa couche de mucus protecteur et donc se dégrader, s'abîmer. Et donc là, la paroi intestinale, elle devient perméable, c'est-à-dire qu'elle ne va plus assurer son rôle de filtre. Donc tout passe et tout passe justement dans l'organisme et va commencer à intoxiner l'organisme, à l'encrasser jusqu'à la maladie si on n'a rien fait avant. Donc un petit schéma justement pour appuyer ce que je vous explique. Là, vous avez des microvillosités intestinales, ici des jonctions bien serrées. Donc là, on est face à un intestin qui est perméable, qui assure justement son travail. Alors perméable, ça ne veut pas dire qu'il laisse rien passer. Il est perméable, mais et poreux aussi, ce que disait tout à l'heure Thierry, c'est très important, pour laisser passer les bons nutriments. Hein. Donc là, ici, on commence à avoir une belle porosité qui s'installe. Donc il y a certaines choses qui passent, mais pas tout encore. Et puis là, on est face au cas d'une maladie auto-immune classique où tout passe, et puis derrière, on a une réaction immunitaire. Donc quand je vous ai mis le tableau, je n'avais pas vu, mais food is medicine. Voilà. Les conséquences. Les conséquences, donc, comme je viens de vous l'expliquer, le rôle principal de l'appareil gastro-intestinal, c'est de fournir une barrière protectrice, d'assurer la protection de l'organisme par deux biais. Justement, grâce aux jonctions serrées, vous imaginez que c'est des petites barrières entre les villosités qui s'ouvrent et se ferment, en fait, sous demande de la zonuline, qui est une protéine donc, régulatrice de la perméabilité intestinale, qui est fabriquée par cette muqueuse intestinale. Et donc, c'est elle qui va décider quand est-ce que j'ouvre ou quand est-ce que je ferme. Voilà, excusez-moi. Donc, si la barrière intestinale elle est trop souvent agressée, qu'est-ce qui se passe? Il y a une dérégulation de la zonuline, avec donc augmentation de la porosité, puisque la zonuline ne fait plus son travail correctement. Et puis derrière, voilà, on débouche sur des troubles et pathologies plus ou moins graves. Donc, quels sont ces troubles? C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, toutes les maladies de civilisation qu'on connaît aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer surtout sur la maladie auto-immune, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc, il y a dérégulation de la zonuline, il y a apparition de maladies auto-immunes. Pourquoi? Puisque ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'organisme se sent agressé par tout ce qui passe dans la circulation sanguine, et donc en réponse à ça, il va sécréter des anticorps pour se défendre, et ces anticorps, ils vont amener à des dysfonctionnements immunitaires et également donc, à l'apparition de ce type de maladie. Donc, il y a une porosité également qui entretient une inflammation chronique. D'ailleurs, très souvent avant une maladie auto-immune. Donc, vous avez des allergies, puis vous avez des troubles digestifs, alternance diarrhée, constipation, diarrhée, inflammation, souvent, des ballonnements, syndrome du côlon irritable, tout ça, colopathie fonctionnelle. Donc, les solutions.
Eh bien, nous, en naturopathie, on a pour coutume d'abord de nettoyer. Hein, on fait le ménage avant de faire la suite. Hein, donc, on ne fait pas de jardinage sur les mauvaises herbes, comme disait ma prof. Du coup, on va nettoyer la flore de toutes les bactéries pathogènes. Alors, c'est normal qu'il y ait des bactéries, mais on va la dégager quand même de tout ce qui est assez pathogène et qui nuit à cette flore. On va ensuite réparer la barrière intestinale, très important, et voilà, régénérer la flore. Alors, j'y viens. On parlait des probiotiques tout à l'heure, l'efficacité non démontrée, etc. Oui, parce que bien souvent, vous allez à la pharmacie, vous prenez n'importe quel probiotique. Vous ne savez pas ce que vous avez, vous prenez n'importe quel probiotique. Déjà, il faut savoir que des probiotiques, ils sont efficaces, ils sont bien vivants. Il faut qu'il y ait une gélule gastro-résistante, sinon on en a perdu la moitié dans l'estomac. Ensuite de ça, il faut avoir aseptisé la flore, réparé. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que c'est décrié finalement. C'est parce qu'on prend ça un peu à tout va et n'importe comment. Voilà. Donc si on fait ça dans l'ordre, voilà, il y a un impact positif derrière. Mais tout ça, ça prend du temps. Il faut accepter que ça prenne du temps. J'ai une prof qui est, puisque je me forme à Paris, j'ai une prof qui est scientifique à l'origine, donc elle est aussi ex-poiqueur et naturopathe, et elle nous explique autant de temps il aura fallu pour abîmer son intestin, autant de temps quasiment il faut pour le... Voilà. Ouais, je suis désolée, c'est pas ce que vous attendiez, mais c'est ça. Il faut du temps. Il faut accepter que ça prend du temps. Voilà, mais surtout aussi, changer son alimentation, son hygiène de vie et apprendre à gérer son stress. Ça ne sert à rien de faire la première partie si on ne fait pas l'autre, d'abord. Ça, c'est très important. Donc, manger équilibré, c'est quoi? C'est d'abord manger varié, parce que quand vous mangez varié, vous limitez les risques de carence. Donc, normalement, un bon naturopathe, il ne vous fait jamais suivre de régime suppressif. Sauf cas exceptionnel, quand il y a une piste à explorer vis-à-vis du gluten ou des laitages, mais sinon, on mange de tout. Bio, pour les raisons que je viens de vous expliquer, voilà. De saison, alors, de saison, le corps a des besoins suivant les saisons. Voilà, donc manger une tomate qui vaut rien en plein hiver, ça ne sert pas à grand-chose, ça apporte rien au corps, donc ça ne sera pas bien assimilé. Faire la part belle aux fruits et aux légumes, très important parce que c'est très riche en vitamines et minéraux. Manger en fonction des besoins nutritionnels de l'organisme, de notre âge, notre état, etc. Pourquoi? C'est simple, je fais 1m50, je ne peux pas manger comme ma voisine qui fait 1m70. C'est dommage, mais c'est comme ça. Si j'ai 70 ans, je ne peux pas manger comme un jeune de 15 ans. Voilà. Et puis quand je suis enceinte, j'ai des besoins supplémentaires. Ça ne veut pas dire manger pour deux, mais faire attention à ce qu'on mange et bien manger. Donc je bannis aussi les produits transformés, dénaturés et raffinés, c'est-à-dire beaucoup de choses de l'alimentation d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien à manger. On apprend à cuisiner soi-même, c'est déjà un premier pas. Donc c'est aussi manger équilibré, c'est aussi manger à heure fixe. Le microbiote, il aime bien les bonnes habitudes, parce que je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il a prévu certaines enzymes digestives à certaines heures aussi. Bien mastiquer pour les raisons qu'on vient de voir. Manger dans le calme, sans écran télé ou devant l'ordinateur. J'insiste un peu là-dessus. Maintenant, les études le prouvent. Quand on mange en pleine conscience, on assimile beaucoup mieux que si on est en pleine dispute ou en train de regarder les derniers attentats. Voilà. La cuisine à haute température. Attention au mode de cuisson. Oui, parce qu'à partir de 65 degrés, vous avez perdu la vitamine C. 90 degrés, on a perdu les minéraux. 100 degrés, on a perdu les vitamines B. Et 110, il n'y a plus rien. Voilà. Donc en fait, la plupart du temps, on mange mort. Donc c'est pas étonnant qu'on ait tout en faim aussi. Voilà. Donc nos besoins nutritionnels, c'est important de le rappeler. Le corps, il a besoin seulement de 4 nutriments essentiels. Les vitamines, les minéraux, les acides gras et les acides aminés. Donc nutriments essentiels, ça veut dire que c'est obligatoirement apporté dans l'alimentation parce que le corps n'est pas capable de les synthétiser lui-même. C'est donc une alimentation variée, limite le risque de carence. Je vous l'ai mis parce que effectivement, ça a un impact très négatif sur la microbiote intestinale, puisque votre système immunitaire, la bonne flore, elle se nourrit justement de ces 4 nutriments essentiels. Si vous n'apportez pas, avant de nourrir votre plaisir, etc., même si c'est très important, c'est quand même votre microbiote que vous nourrissez en particulier. Donc si vous ne lui apportez pas ce dont il a besoin, il va y avoir déséquilibre de cette flore et donc qui est à l'origine de nombreux troubles.
J'ai mis les glucides. Les glucides, ils ne vont pas dans les 4 nutriments essentiels, mais je les ai mis. Ils sont obligatoires, mais ils ne font pas partie de ces 4 nutriments essentiels parce que, en fait, le corps trouve le moyen de synthétiser ces glucides autrement. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, le microbiote n'a besoin de rien d'autre. Attention au sucre en particulier. Les vitamines et minéraux, où les trouver? Donc surtout dans les fruits et légumes, le plus cru possible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut tout manger cru, mais attention au mode de cuisson qui chauffe trop, les cocottes minutes, tout ça, voilà. Les céréales complètes uniquement, hein, parce que quand c'est raffiné, vous avez perdu l'enveloppe, et c'est dans l'enveloppe que se concentrent toutes les vitamines et les minéraux. Les produits laitiers entiers, à partir du moment où c'est écrémé, de toute manière, il n'y a plus rien, voilà. Les produits animaux de qualité, j'insiste toujours sur la qualité, parce que c'est très bien de manger une tomate, mais si elle est verte et qu'elle a poussé hors sol, elle ne vaut rien. Et les huiles végétales non raffinées, extraites à froid, première pression. Les acides gras ou les lipides, donc c'est un stock d'énergie qui va permettre de réguler la température corporelle. Ils constituent donc les membranes et le système nerveux. Et ils synthétisent de nombreuses hormones, en particulier les hormones stéroïdiennes, les hormones sexuelles. Et ils contribuent à nos apports en vitamines liposolubles et en acides gras essentiels. Donc, je vous ai mis tout ça pour vous rendre compte de l'intérêt de bien manger quand même, sachant que je fais un petit focus très rapide, ça a beaucoup d'autres actions derrière. Les acides aminés, ils sont issus des protéines, donc ils vont participer à la construction des membranes, à leur réparation, à leur régénération. Donc ça gère aussi certaines enzymes, hormones, transport de protéines immunitaires, etc. Les glucides, donc là c'est un apport d'énergie obligatoire pour les tissus glucodépendants, donc tout ce qui est les muscles, le cerveau, le sang. Et en fait, ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc ça ne fait pas partie des nutriments essentiels, puisqu'à partir du foie, le corps est capable de synthétiser du glucose par la néoglucogénèse. Il va puiser dans les réserves de triglycérides, en général, qu'on stocke là chez les femmes, voilà, pour fabriquer du glucose. C'est pour ça que le sucre, tous les produits sucrés, ça ne sert absolument à rien. Pour information, bon, je vous laisse lire, c'était juste un petit... pour que vous le sachiez. Voilà, les aliments à privilégier, donc les fruits frais et secs, en fait tout ce qui vient de la nature, quoi, clairement. Voilà, c'est pas difficile, les gens souvent ils me disent alors je vais manger quoi? Pourtant on a beaucoup de choses, ce qui pousse sur un arbre et ce qui pousse dans la terre. Voilà, clairement, c'est pas très difficile. Donc les fruits frais et secs, les légumes, les produits de la mer, donc riches en iode. Vous savez qu'une carence en iode, ça peut induire des problèmes de thyroïde. On sait aujourd'hui que tous les gens qui ont le cancer, les maladies auto-immunes, souvent il y a une carence de vitamine D derrière. Donc vous la trouvez dans l'huile de foie et de morue, le saumon, les harengs, les sardines, les œufs par exemple. Les huiles végétales riches en oméga 3, très important, je fais un petit focus derrière sur l'importance des oméga 3 dans la sclérose en plaques, mais ça c'est vraiment la base pour vous en tout cas. Et les oléagineux. Donc les céréales complètes pour les fibres en particulier, mais il n'y a pas que ça, les légumineuses riches en protéines et en fibres, et tous les produits fermentés. Alors si vous voulez éviter de gaspiller votre argent avec des probiotiques de source porcine ou animale ou humaine, voilà, parce qu'on ne sait pas trop le résultat au final, moi je vous invite plutôt à regarder sur tous ces produits. Le kombucha, c'est du thé fermenté. Bon, il faut s'y habituer, mais finalement, c'est pas si mauvais que ça. Le kéfir, le lait fermenté, au Maroc, tout ça, je pense à quelqu'un en particulier. Voilà, on utilise beaucoup tous ces produits, la choucroute. C'est très riche en probiotiques naturels, et d'ailleurs, ça va s'implanter bien plus facilement. Et puis derrière, des prébiotiques, parce que c'est bien de mettre des probiotiques, mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que si vous ne nourrissez pas ces probiotiques, ça meurt. C'est pour ça que c'est très efficace les 3 mois où vous le prenez. Puis arrêtez là, il n'y a plus rien. Oui, parce que c'est mort. Vous n'avez pas contribué à justement enrichir et développer cette bonne flore. Donc, il y a à peu près tous les fruits et légumes sont riches en prébiotiques. Mais je vous ai mis les 3 plus riches, l'ail, l'artichaut et la chicorée. D'accord ? Donc le matin, au lieu du café qui dope bien les surrénales, on va penser plutôt à prendre de la chicorée, par exemple. Sans nanoparticules. Voilà, bon, je rentre un peu dans le détail, mais bon, voilà. Pain au levain, fermenté naturellement. On entend souvent parler du gluten dans les maladies auto-immunes. Voilà,
Attention aux effets de mode aussi. C'est vrai que le gluten, c'est quand même la réalité. Il y a un petit problème avec le gluten actuellement, hein, de par les transformations que le blé a subies. Mais tout le monde n'est pas intolérant non plus au gluten. Donc, il faut savoir qu'avant, on mangeait tous du pain au levain. C'est le levain qui se nourrit du gluten. Du coup, le gluten devient bien mieux assimilable. Donc voilà, pensez-y, ça sera mieux que du pain à la levure. Je vous ai mis les dernières études que j'ai trouvées. Donc je vous les lis. Pour les patients atteints de la sclérose en plaques, une alimentation équilibrée composée de fruits, légumes et grains entiers peut être associée à moins d'incapacité et moins de symptômes de la maladie. Voilà l'American Academy of Neurology. Et je vous en ai mis une autre. Ce mercredi 27 mai a lieu la Journée mondiale de la sclérose en plaques. Les avancées de la recherche ont régulièrement montré comment l'alimentation joue un rôle important pour réduire les symptômes liés à cette maladie ou freiner son apparition. Il est ainsi conseillé d'adopter une alimentation riche en acides gras polyinsaturés, en oméga 3 et en vitamine D. Voilà. Il y a beaucoup d'autres études sur le sujet. Voilà, donc je vous laisse chercher un peu par vous-même, mais il y a beaucoup de choses à ce sujet-là. Donc, petit focus sur les oméga 3, extrêmement important. C'est vraiment, ça devrait être la base de tout programme. Voilà. Pourquoi ? Parce que les oméga 3, ils vont contribuer à fluidifier le sang. Alors c'est bien, ça ramène aussi le mauvais cholestérol. Fluidifier les membranes cellulaires, qui sont primordiales pour les cellules immunitaires et nerveuses, pour la gaine myéline, c'est bien aussi, ainsi que pour les muqueuses de l'organisme. Donc au niveau intestinal, ça va favoriser aussi tout ce qui est les côlons atones, etc. Ça aide ça donne de la mobilité, de la souplesse, justement, dans les cas de constipation qui sont fréquents avec la sclérose en plaques. Les oméga 3, ils sont des anti-inflammatoires. Donc, il y a de récentes études qui ont découvert les acides gras polyinsaturés, en particulier avec les EPA et les DHA, donc, qui sont les précurseurs de molécules essentielles à la résolution de l'inflammation et à la réparation tissulaire. Voilà. Les points de vigilance. J'ai mis des points de vigilance seulement, ce n'est pas valable pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit apprendre à écouter son corps et à se poser les bonnes questions quand il y a lieu. Voilà. Donc les aliments riches en gluten, c'est-à-dire à chaque fois que je mange du pain, si je suis pliée en deux, il faudrait peut-être me poser des questions. Pareil pour les laitages. Les produits animaux en excès, la viande rouge, elle est quand même déclarée cancérigène par l'OMS. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger de viande rouge, mais attention, c'est producteur de déchets. Gros producteur de déchets. Les sucres rapides, raffinés. Les acides gras saturés, tout ce que vous trouvez dans les plats industrialisés, surtout les gâteaux, tout ça. Les aliments cuits à haute température, attention aux fritures. Alors, de temps en temps, il ne faut pas oublier la notion de plaisir. Ce qui compte, c'est 80% du temps, je mange bien et j'apprends à me faire plaisir en mangeant bien. Ça, c'est très important, la notion de plaisir. Et puis 20% du temps, je me lâche, je me fais vraiment plaisir, quoi. Ça, c'est une notion aussi très importante, le plaisir. Les aliments évités. Les produits issus de l'agriculture intensive, par rapport aux pesticides, ce que je vous expliquais, le fait que ça pousse hors sol, donc ça n'apporte rien. Voilà. Les gros poissons, attention pour vous surtout, au mercure dans le thon par exemple. Les produits industriels transformés, riches en acides gras trans, en colorants, en additifs, sucre et sel. Et tous les produits raffinés. Dans le sel, on met du chlore pour le blanchir. Ça, quand on a une perméabilité intestinale, ça passe direct et puis ça fait des petits problèmes derrière. Voilà, donc dans certains cas, ce que je vous ai mis, la suppression des laitages s'avère très efficace. Alors, j'aurais dû corriger, mais il n'y a pas que la protéine du lait de vache qui est la caséine qui peut être mal dégradée, il y a aussi donc le lactose qui est le sucre du lait. Donc voilà. Ça, si vous tolérez mal, il faut mieux se priver par contre de ça parce qu'effectivement, on sait que derrière, il peut y avoir des réactions inflammatoires assez virulentes. Pareil pour le gluten. Alors, il semblerait, je dis bien il semblerait, selon les dernières études, ce que j'ai lu, que 40% de la population soit intolérante. Attention, on ne parle pas de la maladie cœliaque, qui touche seulement 1% de la population, c'est-à-dire qu'ils soient plus ou moins sensibles au gluten. Voilà. Donc, dans certains cas, effectivement, faut penser à diminuer dans un premier temps, voir comment ça se passe. Et si vraiment, à chaque fois, on est plié, on fait le test. Pendant 3 mois, on n'en mange pas. On voit comment ça se passe, tout simplement. L'hygiène de vie. Sur le plan physiologique, drainer régulièrement les toxines organiques. Ça, c'est super important. Surtout si on a une sclérose en plaques, on a du mal à aller aux toilettes des fois, donc on a du mal à drainer. Donc pensez bien au drainage 2 fois par an, ça serait bien. Se revitaliser. Derrière un drainage, on perd pas mal de minéraux. Donc il faut penser à se revitaliser, se complémenter. Faire de l'exercice physique. Je crois qu'il y a un
quelqu'un qui va nous en parler derrière. S'aérer, s'oxygéner, s'exposer au soleil pour la vitamine D. Avoir un bon sommeil, alors oui, c'est facile à dire. Comment on fait? Eh ben, on va voir ça après. Bien mastiquer, manger avec modération, sans excès. Il faut mieux se faire plaisir un petit peu tous les jours que 80% du temps brider et se lâcher complètement. Moi, je suis plutôt partisane de tous les jours, je me fais plaisir un petit peu. Sur le plan psychique et émotionnel, comment on va arriver à bien dormir en fait? C'est un peu ça. On écoute son corps, on ne dépasse pas ses limites, on sait se faire plaisir, on apprend à gérer son stress, on va cultiver la pensée positive, on va faire un travail d'acceptation de la maladie. Je n'ai pas parlé de la douleur, mais apprendre à gérer sa douleur, rire, sortir, tout ça, ça contribue au lâcher-prise qui induit un bon sommeil derrière. Alors c'est facile à dire, je sais, mais ça se travaille et ce n'est pas impossible. Et voilà. Du coup, si vous avez des questions. J'ai 2 questions très pratiques. Oh là, c'est tiré en plus. L'huile d'olive, non? Oui. Tout simple. L'huile d'olive, elle n'est pas notée. Pourquoi? Je n'ai pas noté. J'ai parlé des huiles en général. J'ai insisté sur les oméga 3 parce que là, on est dans le cadre de la sclérose en plaques. Et c'est les oméga 9 qui est excellente pour la santé. En fait, le bon rapport, c'est toujours qu'il y ait un équilibre entre oméga 9 et oméga 3, 6. Sachant que l'oméga 3, on est toujours en carence, donc je ne parle jamais de l'oméga 6. Colza, lin, noix. Attention à l'huile de lin qui rancit au bout d'une semaine, elle est morte. Donc il faut mieux la prendre en complément. Et attention aussi à la source des compléments. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis ça, les poissons, les petits poissons, voilà, les sardines, tout ça. Mais effectivement, j'en ai pas parlé parce que je m'intéressais vraiment à la sclérose en plaques. J'ai essayé d'aller à l'essentiel. Mais bien entendu, l'huile d'olive est très importante. Il faut cuisiner à l'huile d'olive beaucoup plus qu'au beurre. Voilà. Votre question? J'ai vu que vous aviez marqué que le saumon était bon pour la santé. Alors qu'il apparaît que c'est là où il y a quand même le plus d'antibiotiques et de pesticides dans les dernières études. Alors, je réponds à votre question. Le saumon d'élevage qui, lui, contamine les saumons sauvages. Ouais, c'est ça. En fait, alors j'ai mis le saumon parce que c'est là où on trouve de la vitamine D. J'étais pas en train de parler des sources de vitamine D. Après, j'ai dit attention à la qualité des produits. Donc, effectivement, dans le saumon, il y a de la vitamine D. Mais moi, je ne mange pas de saumon parce que, pour les raisons que vous émettez. Ou alors, je vais essayer de le prendre sauvage et d'en manger le moins possible souvent. Parce qu'effectivement, c'est un gros poisson en fin de chaîne qui va prendre tous les métaux lourds pour les autres. Et en plus, les poissons d'élevage, alors là, c'est pire. Et même les sauvages se font contaminer. Donc, effectivement, on évite. Mais il fallait quand même que je vous donne des sources de vitamine D. Et j'ai mis toutes celles que je connaissais. Voilà. Effectivement. C'est bon? Très bien.